Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Je suis ravie de vous retrouver en direct comme chaque soir à partir de 19h25 pour l'échiquier international. Et ce soir, coup de projecteur sur l'actualité en Chine. On continue de s'y intéresser, bien entendu, après la clôture hier du 20e congrès du Parti communiste chinois. Un congrès qui a couronné le président Xi Jinping d'un troisième mandat de tous les défis pour l'homme, Xi Jinping, mais aussi pour le pays aussitôt reconduit dans ses fonctions ce dimanche. Le président chinois a assuré que le monde avait besoin de la Chine et que la Chine ne pouvait se développer sans le monde. La Chine ne peut se développer sans le monde. Et le monde a également besoin de la Chine pour son développement. Après plus de 40 ans d'efforts inlassables en faveur de la réforme et de l'ouverture, nous avons créé deux miracles. Un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. Le monde est aux prises avec des défis sans précédent. Nous n'avons cessé d'appeler les peuples du monde à saisir et à façonner l'avenir et le destin de l'humanité. Lorsque tous les pays poursuivent l'essentiel du bien commun, nous pouvons vivre en harmonie, coopérer dans l'intérêt mutuel et nous donner la main pour créer un avenir meilleur pour le monde. Vous l'avez suivi, donc c'est une déclaration qui définit clairement la stratégie adoptée par le géant asiatique les 10 ou 15 dernières années. La Chine va-t-elle continuer à tracer son chemin de la même manière? Quels sont les défis auxquels elle est et sera confrontée les 5 ou 10 prochaines années avec tous les bouleversements que vit actuellement le monde? Quel avenir pour la Chine avec à sa tête Xi Jinping? Eh bien, on va en discuter ce soir avec nos deux invités, Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, et Gamal Abina, journaliste. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation pour justement continuer d'évoquer la place de la Chine dans le monde pour les prochaines années. Donc retour tout d'abord à l'événement, la clôture du 20e congrès du PCC, le Parti communiste chinois. Xi Jinping est reconduit dans ses fonctions de président du pays, devra entamer son troisième mandat en mars 2023. Il sera en même temps à la tête du Parti communiste chinois avec un comité central complètement remanié. 65% des membres ont été renouvelés. Qu'est-ce que cela indique selon vous, Manuel Pouchelet? Écoutez, bonsoir. Le message de Xi Jinping, si vous voulez, est clair. Il a fait appel au monde, il a fait appel à l'aide et en même temps, il souhaite renouveler sa garde prétorienne, si je puis me permettre comme expression. Pourquoi? Parce que les défis sont de plus en plus nombreux, le monde est volatile et la menace polymorphe. Donc, si vous voulez, il a besoin de s'entourer de nouveaux regards et le pourcentage que vous nous indiquez ce soir de renouvellement s'avère nécessaire, si vous voulez. Oui. Monsieur Xi Jinping ne fera pas l'erreur de conduire la politique qu'il a menée jusqu'à maintenant. Il va l'adapter. Il a parlé d'appel à l'aide et je pense qu'il faut le recevoir tel quel. N'oublions pas que je trouve personnellement que le discours est nettement moins agressif que le discours d'inauguration où il avait parlé d'interférence au niveau de l'Occident, si vous voulez, sans vouloir la mentionner, ni même les Américains. Mais de toute façon, M. Xi Jinping semble avoir un discours nettement plus modéré et comme le dit le proverbe chinois, ce n'est pas la charge qui est lourde, c'est la manière dont tu la portes. Et si vous voulez, quelque part, c'est un petit peu le message que j'ai perçu ce soir du dirigeant chinois. Alors, Xi Jinping donc a sans doute renforcé son leadership après ce troisième sacre historique. Gamal Abina, comment va-t-il procéder, à votre avis, pour conserver cette stabilité, cette homogénéité au sein du Parti communiste chinois? J'ai envie de dire simplement qu'il y a une petite dérive malheureusement qu'on observe. Xi Jinping arrive à un troisième mandat qu'il a initié tout simplement parce qu'il a fait une réforme en 2018 de la Constitution, oui, qu'il a autorisé 2 mandats successifs. Maintenant, c'est de l'illimité. Xi Jinping marche sur les pas de Mao Tse-tung, le fondateur de la République populaire de Chine, qui était au pouvoir de 49 à 76, jusqu'à sa mort donc. Et Xi Jinping surtout était quelqu'un qui est un ancien, enfin c'est le fils d'un classique du Parti communiste, dont le père a été quand même, faut s'en souvenir, emprisonné, jeté dans les prisons, disgracié.
Et c'est une forme de revanche de la part de ce fils d'enfant communiste qui a décidé de faire à nouveau briller la Chine. Alors, comment va-t-il s'y prendre? Il y a une certaine forme de confiscation des pouvoirs. Il va reconduire aux affaires, évidemment, Li Qiang, certainement, qui a géré la crise du Covid comme il pouvait. Il maintient quand même la Chine dans une situation quand même de développement accéléré économique. C'est d'ailleurs un des éléments essentiels qui est mis en avant, sur un rapport intérieur-extérieur. Le monde a besoin de la Chine, la Chine a besoin du monde. Le monde a besoin de la Chine comme l'atelier du monde et la Chine a besoin du monde comme étant pourvoyeur d'argent. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Elle constitue, il y a à peu près 90 millions de communistes chinois qui ont leur carte. Et le congrès qui constitue ce fameux congrès et le rang serré, c'est 25 personnes et 205 du congrès du Parti communiste. Donc tout ça, c'est très particulier. Il a masculinisé, il n'y a plus du tout de femmes aux instances décisionnelles. Il a donc resserré leur autour de lui avec des gens qui lui sont très favorables et très proches. C'est quelqu'un qui a une visée de grand empire chinois, qui a des ambitions à l'extérieur de la Chine, contrairement à son prédécesseur Hu Jintao, on en parlera certainement. Et c'est quelqu'un qui a décidé de faire de la Chine la première puissance mondiale, le fameux empire du milieu. On verra s'il y parviendra. Donc c'est en effet un défi. Et on l'a compris, le parcours difficile de Xi Jinping a influé, si on peut le dire, ses décisions par la suite. Xi Jinping qui accorde de l'importance au fait d'être entouré par ces hommes de confiance. Et d'ailleurs, le comité permanent, organe tout puissant du parti, est composé de proches alliés du président chinois Emmanuel Pouchelet. Oui, tout à fait. C'est en effet des proches de M. Xi Jinping. Mais je rappelle que la Chine a aussi eu ces derniers temps une opération anticorruption menée par M. Xi Jinping. Oui. Donc, si vous voulez, il a besoin de ses plus proches et fidèles conseillers à un moment où on sait pertinemment que sur certains dossiers, il y a des risques d'interférence, que ce soit en politique internationale ou même en politique intérieure, où M. Xi Jinping, on a vu ces derniers temps, notamment à Shanghai et la politique du confinement absolu, a connu quelques difficultés en termes d'exercice d'autorité. Oui. Donc, si vous voulez, il a besoin de ses plus proches fidèles qui lui ont prêté allégeance et qui lui prêtent allégeance, si vous voulez, de manière indéfectible. Et c'est sur cette équipe qu'il va compter pour mener à bien sa stratégie. La Chine a pour ambition d'être première puissance mondiale en 2049. Oui. On remarque que les interférences à l'international retardent ce calendrier, mais M. Xi Jinping va sûrement développer une nouvelle stratégie pour réussir ce projet, parce que si la Chine ne réussit pas ce projet, il l'a mentionné lui-même, c'est les autres pays qui soient partenaires ou membres des alliances desquelles font partie la Chine qui risquent d'en pâtir, si vous voulez. Et ça, économiquement parlant, ça va avoir des conséquences irréversibles. On va tenter de décrypter justement on va dire le bilan de Xi Jinping les 10 dernières années pour comprendre ce qu'il attend pour les 5 prochaines années. Donc le rôle central de Xi Jinping étant défini, parlons à présent des missions qui lui incombent pour l'économie. Gamal Abina, on peut dire que Xi Jinping a été l'homme de la situation puisqu'il a réussi en 10 ans de faire de son pays la deuxième économie mondiale. Évoquant l'économie, on peut dire que conserver ce rang est un défi majeur pour la Chine. Comme M. Pouchelet vient de le dire, l'ambition des Chinois et de Xi Jinping, mais pas seulement, c'est que de faire de l'État communiste qui a été fondé en 1949, donc 100 ans plus tard, en 2049, de faire de ce pays la première puissance qui sera un pied de nez évidemment aux États-Unis qui voulait en finir avec les communistes. Alors c'est un communisme particulier, évidemment, on l'a bien compris, avec un dirigisme d'État, avec des zones économiques spéciales, avec des milliardaires qui peuvent être à tout moment remis en question. La Chine n'autorise pas à avoir des tycoons ou de ce qu'on appelle simplement des milliardaires autoproclamés par leur fonction à devenir des gens trop influents. On n'a pas des Bill Gates et des gens comme ça qui ont la possibilité d'influencer la politique. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pas seulement Xi Jinping qui est à l'origine de la réussite de la Chine. Il faut se rappeler quand même que depuis Deng Xiaoping, c'est lui qui a lancé ça d'ailleurs, oui. Qui a décidé de faire la réforme de l'économie chinoise parce qu'il sentait bien qu'ils allaient vers le mur avec le système soviétique, littéralement. C'est comme ça que d'ailleurs les Russes sont tombés 10 ans plus tard. Il arrive aux commandes et il dit il faut réformer, il faut améliorer, il faut performer. Et il finit cela en faisant quoi? En créant ces fameuses zones économiques spéciales pour faire face
à Hong Kong, qui était une sorte de vitrine occidentale pour un petit peu pour bousculer les Chinois, pour leur montrer qu'en Occident c'est meilleur. C'est pareil pour l'île Taïwan. Tous ces éléments-là ont décidé à l'époque Deng Xiaoping à réformer. Et ce qui se passe, c'est que de l'époque de Deng Xiaoping jusqu'à 2000-2010, on a une croissance à 2 chiffres tout de même. Ça oscille entre 10 et 15% de croissance. C'est une croissance très soutenue qui a été alimentée évidemment par une politique habile de captation des IDE, les investissements directs étrangers, et qui ont su pérenniser dans un pays quand même avec 1 milliard à l'époque d'habitants, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, la nécessité de ne plus connaître une Chine comme on l'a connue sous Mao Zedong, qui avait quand même connu une famine de 20 millions de morts, c'est pas rien. Donc les Chinois ont réformé, ont amélioré, ont accompagné. La crise de 98 qui aurait dû les impacter n'a pas été impactable. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont compris qu'il fallait créer une classe moyenne importante dans le territoire pour absorber la production manufacturière. Il fallait des gens qui aient de l'argent pour pouvoir acheter des produits chinois fabriqués en Chine, parce qu'il y a un ralentissement à l'extérieur. Donc tout ça, ça dit quoi ? Ça dit que Xi Jinping ne s'est pas positionné sur les questions économiques seulement. Il a accompagné l'économie parce que c'était déjà préparé à l'avance. Il s'est positionné surtout sur une question essentielle, c'est la question de la Chine en tant qu'entité politique et entité qui sort de ses frontières. Les Chinois ne sont jamais sortis de leurs frontières et aujourd'hui ont décidé de faire des bases à l'extérieur, comme à Djibouti. Aujourd'hui, ont décidé de s'imposer politiquement avec l'alliance avec la Russie qu'on observait. On va en reparler, Gamal Abina, sur la politique extérieure de la Chine. Donc vous avez parlé de ce vaste plan de réforme adopté par la Chine avant Xi Jinping, mais la situation actuelle a été plus préoccupante avec une croissance qui n'était pas au beau fixe, Manuel Pouchelet, ces dernières années. Donc le défi est important pour Xi Jinping, pour renouer avec cette croissance tant voulue. Oui, en effet, mais moi je confirme ce que M. Abina vient de dire, c'est très important parce que la création d'une classe moyenne, si vous voulez, ce n'est pas un mince effort. Oui. Elle s'avère nécessaire, c'est la classe moyenne qui va consommer chinois, qui consomme même à l'étranger, je vous le rappelle, puisqu'on a énormément de sociétés européennes qui ont délocalisé en Chine pour vendre leurs produits manufacturés sur place et même déplacer certaines chaînes de production. Maintenant, le défi est immense pour la Chine. On a quand même quelques craintes avec ce ralentissement économique qui est annoncé. On a vu la crise de l'immobilier, c'est quand même un signal fort, si vous voulez. Donc, quelque part, maintenant, les défis à relever pour M. Xi Jinping sur le plan de la politique intérieure sont aussi nombreux. Oui. Je rappelle que la Chine n'a pas le même développement, c'est un État-continent. La Chine, ça fait la taille de l'Europe, pour que les téléspectateurs se rendent bien compte. Je rappelle qu'il y a quand même des déséquilibres régionaux qui sont encore importants et que c'est uniquement la façade maritime qui est très développée. Quand vous allez à l'intérieur des terres, malgré les lignes à grande vitesse, malgré le développement de villes champignons que l'on peut remarquer, il y a quand même encore un déséquilibre et c'est bien ce déséquilibre qu'il va falloir combler. C'est ce qui freine un petit peu, entre guillemets, la croissance du pays. Voilà. Mais si vous voulez, M. Xi Jinping est un homme pragmatique qui va, on va dire, mener à bien ses réformes. Il lui faudra du temps. Voilà. Maintenant, l'échelle du temps aujourd'hui est reconsidérée puisque la Chine subit aussi de son côté les interactions internationales. On ne peut plus faire une politique intérieure ou internationale sans se passer de ce qui se passe chez le voisin, si vous voulez. Au premier duquel, malheureusement pour eux, de l'autre côté du Pacifique, on y retrouve les États-Unis. Et même un sujet qu'on oublie de mentionner dans nos analyses, c'est le rôle de l'Inde. Je rappelle que l'Inde, au niveau de la population, d'ici à court terme, va dépasser celui de la Chine. Donc, si vous voulez, il y a aussi le géant indien qu'il faudra prendre en compte dans la stratégie chinoise. Alors, un pays qui a, vous l'avez dit, la taille d'un continent, de l'Europe d'ailleurs, a une politique étrangère qui est souvent critiquée par le monde occidental. Gamal Abina, que dire de cette politique, de cette diplomatie chinoise? Quels sont ses avantages et ses failles ces dernières années? Et quelle stratégie pour l'avenir? Pour que les Algériens comprennent ce qu'est la Chine, il y a une chose essentielle. D'abord, le partenariat Algérie-Chine est très important. La Chine a reconnu immédiatement l'Algérie. Pourquoi je parle de ce rapport? Parce qu'en termes de superficie, la Chine, c'est 9 600 000 km². Oui. Ça veut dire que la Chine, c'est 4 fois plus grand que l'Algérie, qui est le plus grand pays arabe et le plus grand pays d'Afrique. Vous imaginez la proportion de la Chine. C'est un État-continent, effectivement, c'est bien de le souligner, et c'est en même temps un pays, et je tiens à le rappeler de façon très claire, comme d'ailleurs la Corée du Nord. Je fais exprès de parler de la Corée du Nord, parce que beaucoup l'attaquent. Je rappelle tout de même que la Corée du Nord n'a jamais attaqué personne. La Corée du Nord a été agressée entre 50 et 53 par les États-Unis. Et les Chinois ont prêté main forte aux Coréens. Ils ont laissé 1 million d'hommes qui ont été tués par des armes
bactériologiques. Il faut rappeler ces crimes de guerre produits par les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup fait la guerre dans la région, Vietnam, évidemment, Cambodge, je ne parle même pas des guerres françaises de l'Indochine, et les Chinois n'ont fait qu'apporter un soutien, un concours à leur peuple, considéré comme des frères, par rapport à ces envahisseurs occidentaux qui ne sont pas chez eux, c'est important de le rappeler, qui vont faire la guerre à des milliers de kilomètres de leur territoire. Eh bien, les Chinois n'ont jamais fait la guerre à personne, c'est très important de le souligner. C'est un pays qui est pacifiste, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui a toujours refusé de faire la guerre, à telle enseigne que même traditionnellement, alors qu'ils étaient la première puissance économique encore au XVIe siècle, c'était quand même le pays qui a inventé littéralement le commerce international, avec le commerce lié à l'argent, le minerai d'argent. Eh bien, les Chinois ne faisaient pas la guerre et ont refusé d'utiliser les armes. Ils ont inventé la poudre à canon, tout le monde le sait, savaient l'utiliser, ils pouvaient faire tuer leurs ennemis à distance avec des bombes, ils savaient les faire, ces bombes, mais ils ont refusé de les faire pour les questions d'honneur. Les Chinois refusaient de tuer un adversaire qui ne pouvait pas se défendre. Ça vous donne une logique par rapport à ce pays de Confucius, qui est une logique d'honneur et de principe. Donc la Chine n'a pas pour vocation de faire la guerre au reste du monde, elle ne l'a jamais fait d'ailleurs, rappelons-le. Elle avait une armée importante, elle n'est jamais sortie de ses frontières, et aujourd'hui les Chinois sortent de leurs frontières sur le plan économique avec ces fameuses routes de la soie, ces nouvelles routes de la soie, qui sont des routes qui vont d'est en est, du nord-sud, enfin ils rejoignent à peu près tout le territoire mondial pour ce qu'on va appeler une conquête économique. Mais les Chinois ne s'inscrivent pas là-dedans. La question qui doit être posée, c'est est-ce que Xi Jinping s'inscrit dans une démarche uniquement économique ou est-ce qu'il a des velléités militaires? C'est une question qui est ouverte parce qu'aujourd'hui, il a une base quand même en Afrique pour sécuriser ses investissements en Éthiopie, premier pays dans lequel ils ont investi. 5 zones économiques spéciales, c'est un pays qui compte beaucoup pour la Chine, traditionnellement, et pour des raisons historiques qu'on a bien compris par rapport au communisme de l'époque. Donc les Chinois ont mis le paquet sur l'Éthiopie et veulent montrer aux Africains qu'ils sont le meilleur partenaire qu'ils n'aient jamais eu. Donc c'est vrai que Xi Jinping, s'il doit garantir une croissance soutenue à nouveau, elle reste soutenue, hein. La politique zéro Covid a quand même porté ses fruits, quoi qu'on en dise, même si ça a été difficile. Eh bien, les Chinois disent que nous devons sortir nos frontières économiques sur le plan du développement et du partenariat. C'est ça le discours qui est en sous-jacent. La crainte des Chinois, c'est une baisse de leur production industrielle, une baisse de leur croissance et évidemment, avec un pays avec autant d'habitants, des mouvements sociaux qui se déclareraient très rapidement. Manuel Pouchelet, toujours sur ce point, Gamal Abina parlait de cette stratégie de ne pas faire la guerre. Est-ce que cela peut tenir au regard des bouleversements que connaît le monde actuellement, avec le conflit en Ukraine notamment? Écoutez, oui. De toute façon, la Chine a mis une base à Djibouti, mais je rappelle que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité et participe activement au déploiement militaire de l'ONU. Vous avez énormément de contingents chinois qui apportent leur expertise sur le continent africain avec différents métiers, que ce soit l'infanterie ou le génie, ou même ils réhabilitent des installations qui sont obsolètes et voire même détruites. Donc si vous voulez, la Chine est impliquée. Maintenant, en ce qui concerne la crise ukrainienne, je rappelle une chose, c'est que malheureusement pour les Chinois, une de vos invités l'avait signalé, tout le monde est perdant dans cette affaire, y compris la Chine, et je pense, à mon humble avis, que c'est peut-être la Chine qui va siffler la fin de la partie, puisque les Européens sont incapables de s'entendre. Il y a l'iniction américaine, et les Européens et les Américains sont en difficulté. Mais je rappelle une chose, c'est que l'Ukraine fait partie des axes convoités pour faire pénétrer les routes de la soie, notamment ferroviaires, où le terminal est précisément à Duisbourg, en Allemagne. Et tant que cet itinéraire est bloqué, actuellement il y a un itinéraire de contournement, mais malheureusement, le long de tous les itinéraires des nouvelles routes de la soie, c'est la volatilité et l'insécurité qui tournent autour. C'est ce qui pose problème, si vous voulez. Ce qui oblige Pékin à déployer, son armée populaire, qui a des savoir-faire de plus en plus techniques et qui ne souffrent pas de reproches, si vous voulez. Ils sont capables, ils s'adaptent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des officiers chinois en opération. Ce sont des gens qui sont très à l'écoute, très observateurs, qui s'adaptent en permanence et qui, je le rappelle, en termes de guerre, ont des expériences nettement plus anciennes du temps des empires, si vous voulez. Donc maintenant, la Chine n'est pas belliqueuse, si vous voulez. C'est un pays qui observe et qui, tôt ou tard, agira. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt d'en parler. Le seul gros dossier qui fait peur actuellement à tout le monde, c'est cette reconquête de Taïwan qui est annoncée. Justement, Manuel Pouchelet, en parlant de cette rivalité avec les États-Unis, Gamal Abina, Pékin doit-elle revoir sa politique de voisinage, justement en parlant de ce conflit taïwanais? Alors, Hu Jintao était évidemment dans une démarche plutôt pacifiste. Xi Jinping est beaucoup plus énervé. J'ai le sentiment que ça l'agace. Il ne partira pas en guerre parce qu'il considère que Taïwan appartient à la Chine, à la Chine continentale de façon éternelle, c'est vrai. Et en même temps, il avait le soutien
très paradoxalement, du Kuomintang. C'est le parti qui avait quitté la Chine à l'époque, qui était emmené par son leader Chiang Kai-shek. Donc le Kuomintang est plutôt favorable au rattachement de la Chine et observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe avec ce fameux système deux systèmes, une Chine. Quand on voit ce qui s'est passé avec Hong Kong, où Hong Kong a gardé à peu près ses prérogatives sur le plan économique évidemment, mais aussi pour partie politique. Il y a eu quelques petits problèmes ces derniers temps, mais ça se passe relativement bien. Et de l'autre côté, Taïwan se dit peut-être que finalement à tout perdre, mieux vaut se rattacher à la Chine. Ça reste le moteur économique de la région. Les Chinois montrent les gros bras. Ils envoient quelques avions, quelques missiles au-dessus de l'île, mais ça ne va pas plus loin que ça. La dernière visite de Nancy Pelosi, qui était une provocation, n'a rien donné, on s'en est bien rendu compte. Mais il est vrai que les États-Unis verraient d'un très bon œil une nouvelle guerre en Asie. Rappelons tout de même que ça fait très longtemps qu'on n'a plus de guerre en Asie, et tant mieux. Et je pense que les États-Unis, qui se nourrissent des guerres d'autres pays, sont en train de se frotter les mains par rapport à la guerre d'Ukraine, puisque l'Europe est le grand perdant. Réellement, le plus grand perdant, c'est l'Europe. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, même s'ils vont avoir quelques petits problèmes par rapport au commerce dans la région. C'est surtout les Européens qui sont les grands perdants, et les Chinois, évidemment, sont les grands gagnants, comme toujours les Chinois. Les Américains sont les grands gagnants de toutes les guerres. Donc aujourd'hui, l'initiateur de ces nouvelles routes de la soie, c'est Xi Jinping. Donc déjà, sur le plan économique, les choses sont actées. Il veut absolument que la Chine brille à travers le monde en redevenant l'empire du milieu. Et la deuxième chose, c'est sur le plan militaire. Est-ce que Xi Jinping est quelqu'un d'offensif? Moi, je ne le connais pas bien, mais le sentiment que j'ai, c'est quelqu'un qui a quand même un ego très surdimensionné, j'allais dire. Aujourd'hui, il joue un peu la carte de Mao Tse-tung, on le voit partout, il a le même rôle quasiment, puisqu'il confisque tous les pouvoirs. Donc je pense qu'il y a peut-être des craintes à avoir de ce côté-ci, mais j'en suis pas certain. Alors jusqu'où peut aller cette crise de Taïwan? Manuel Pouchelet, Pékin doit-elle revoir sa politique de voisinage lorsqu'on sait que l'obstination de la Chine à l'égard de Taïwan se heurte à une résistance non seulement des principaux intéressés, mais aussi du Japon et des États-Unis? D'autres pays, hein, il faut rajouter la Corée du Sud. Absolument, oui. Et puis même in extenso, l'Australie. Je rappelle que les Américains ont monté une alliance de toutes pièces que l'on appelle l'AUKUS, qui est une alliance militaire qui comprend les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud. Et il y a une politique d'endiguement de la Chine des Américains, mais si vous voulez, même les Britanniques ont annoncé participer à cette alliance, sachant qu'ils sont complètement décentrés par rapport à leur cœur d'ouvrage qui serait l'Europe, surtout la situation préoccupante que nous vivons actuellement. Donc quelque part, M. Xi Jinping, de là à ce qu'il parte en belligérant, il est encore trop tôt. Mais une chose est sûre, on a assisté, en termes d'équipement militaire, en 5 ans, la Chine a dépassé la marine nationale française en termes de volume de bâtiments, ce qui n'est pas rien. Vous avez la construction de porte-avions, de porte-hélicoptères amphibies, ce qui veut dire que la préparation de l'ordre de bataille pour Taïwan est en train de se préparer. Maintenant, je pense que Xi Jinping aura peut-être l'intelligence de la situation, c'est-à-dire d'attendre que peut-être Taïwan tombe comme un fruit mûr, et s'il fait main basse sur Taïwan, il aura également accès à toute la technologie novatrice que l'on trouve sur cette île, qu'il a certes en Chine, mais qui pourra également compléter, puisque je rappelle qu'à Taïwan, vous avez cette fameuse usine de composants électroniques que tout le monde convoite, et les Américains, bien entendu, ne se laisseront pas faire. N'oublions pas une chose, s'il y a un conflit avec Taïwan, les Américains seront obligés de s'engager, militairement parlant, ce qui est la grande différence avec l'Ukraine, où pour l'instant, ils font sous-traiter en envoyant des armes. Je rappelle que l'aide américaine en Ukraine, pour l'instant, est quand même, depuis février, à 15 milliards de dollars. Vous voyez, donc ce n'est pas rien. Maintenant, est-ce que les Américains, économiquement parlant, pourront soutenir la guerre, ou l'effort de guerre, excusez-moi, sur Taïwan? Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt d'en parler, mais je pense que la stratégie de M. Xi Jinping sera beaucoup plus habile que ça et utilisera différents stratagèmes, comme le rappelle à l'histoire, qui, à mon avis, sera décisif sur cette question. Alors, en guise de dernier mot, messieurs, est-ce que la Chine pourra tenir ce pari d'être donc première puissance mondiale d'ici 2049 avec ce qui se passe à Taïwan actuellement, Gamal Abina? Tout à fait, c'est évident. Les courbes de la croissance, les chiffres, le recul évidemment de la production américaine, puisqu'ils ont une embellie avec Trump, mais ça recule actuellement. Les difficultés en Europe, parce qu'ils sont en train de casser la locomotive européenne que sont l'Allemagne, l'Italie et la France, font que la Chine n'aura que très peu de concurrents. Alors, il faut savoir que, et c'est un mot important que je vais lâcher, un pays qui a été capable d'envoyer un taïkono dans l'espace,
qui a été capable de préparer un programme, parce que c'est la planification, sur lequel, à chaque fois qu'ils annoncent des plans, ils les tiennent en règle générale, un programme rationnel pour aller sur la Lune, pour investir le champ aérospatial. Un pays qui a un budget officiel, parce qu'officieusement c'est plus de 234 milliards de dollars, ça veut dire à peu près presque la moitié du budget américain. C'est un pays qui ne fait que montrer qu'il est de plus en plus puissant. Quand un État est capable de maîtriser l'aérospatial, ça a été le cas des Russes en leur temps, des États-Unis, maintenant c'est les Chinois, eh bien on peut s'attendre effectivement à ce que ce pays soit la première puissance à tout point de vue. Numérique, c'est évident, il y a plus d'habitants en Chine. Sur le plan du travail, c'est des grands travailleurs. Sur le plan des investissements, ils se sont déployés dans le monde entier. Et ces fameuses autoroutes de la soie, ces nouvelles routes de la soie, sont le marqueur évident. Je vais donner un dernier mot à Monsieur Manuel Pouchelet en 10 secondes. Votre pronostic en 2049, est-ce que la Chine pourra tenir ce pari avec tout ce qui se passe actuellement ? Oui, là, elle va y arriver parce que, comme dit le proverbe arabe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et croyez-moi qu'elle recrute également à l'étranger. C'est en train de se démontrer. C'est ce qui explique en partie aussi sa puissance, même si c'est devenu un leader incontestable sur la technologie. Merci. Merci Manuel Pouchelet. Merci Gamal Abina pour cette contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.